télé, et ils interdisent l'info, et les qui encerclent le palais présidentiel où ils sont, les gens, la population est descendue, mais les militaires bloquent l'info. Que font les gens? Ils envoient des SMS. Et puis il y a des motards qui sont chargés de faire le tour des quartiers pour aller dire il y a plein de manifestations, Chavez n'a pas démissionné, venez encercler le palais présidentiel. Et le coup d'État échoue en 48 heures, grâce au fait que le peuple a pris en main l'information. Vous avez en France un autre exemple qui est très important. Vous vous souvenez que lorsqu'on a lancé le référendum pour la Constitution européenne, tous les médias ont voté pour. Vous deviez voter pour, c'était évident. Et il y a eu sur Internet un débat citoyen où les gens ont dit on va discuter, on va évaluer, voilà ce qu'on ne nous dit pas, et c'est le non qui l'a emporté. Donc vous avez deux exemples, il y en a encore d'autres, qui montrent que oui, on peut arriver, en s'organisant, à faire une info qui peut gagner la bataille. Et ça c'est la première condition, avoir confiance que c'est possible, et avoir confiance en le rôle des gens d'en bas. La deuxième condition, c'est effectivement de disposer des connaissances qu'on a rassemblées dans ce livre. L'idée, c'est de rassembler toutes les connaissances qui sont éparpillées dans plein de bouquins, dans toutes sortes de langues, et de mettre tout en un. Et pour avoir les connaissances pour discuter avec les gens, il n'y a pas besoin de connaître des bibliothèques. Les 10 médias mensonges qu'on a résumés là, c'est l'essentiel des discussions qu'on aura. Je pense que, en fait, les connaissances, il faut aussi pouvoir les replacer dans un cadre d'analyse correcte de ce que c'est le conflit israélo-palestinien et de ce que ce n'est pas. La première chose à dire, c'est que le conflit israélo-palestinien n'est pas une guerre de religion. On nous dit évidemment, c'est eux qui ont intérêt à nous faire croire que c'est une guerre de religion. En réalité, parmi les musulmans, eh bien, il y a des musulmans que Washington trouve absolument charmants. Ils sont au pouvoir en Arabie Saoudite, au Koweït, et ceux-là, il n'y a pas de problème. Les Palestiniens, on l'a dit, sont musulmans, juifs, chrétiens, laïcs. Chavez se fait attaquer et diaboliser, il est chrétien, Evo Morales aussi, donc ce n'est pas une guerre de religion. Ça, c'est une guerre économique, c'est en fait une guerre pour des intérêts économiques, pour des intérêts financiers, et ça n'est pas non plus, comme on l'entend souvent, ou comme on peut le lire sur Internet selon certains fantasmes, ça n'est pas un complot juif, avec des juifs qui tiendraient l'ensemble du monde entier de façon secrète, ni le truc du complot des Illuminati. Ça, je suis totalement opposé à ces explications complètement fantaisistes. Vous savez, des Illuminati, des types qu'on n'a pas vus, on ne sait pas où ils sont, on ne sait même pas qui c'est, ils se réunissent dans des caves avec le diable, et c'est eux qui tiendraient le monde. Ça, je m'excuse, c'est des explications pour des enfants, ce n'est pas des explications pour des adultes. Et en fait, il faut pouvoir montrer que Israël, ce qui est derrière lui, ce n'est pas une secte, un complot que sais-je, c'est tout simplement la réalité de notre système économique et social. On a parlé du capitalisme qui a créé toutes ces richesses, qui a créé un écart entre riches et pauvres avec l'ensemble du tiers-monde qui est fort dans la pauvreté, l'Europe qui est en train de où la pauvreté progresse énormément. Mettez-vous un instant, excusez-moi, à la place de ces super riches qui dominent le monde. Qu'est-ce que vous faites? Et évidemment, la première chose que vous devez contrôler, c'est les matières premières, partout dans le monde. Et la première d'entre elles, la plus importante, le pétrole. Pour contrôler le pétrole, vous avez besoin d'un flic. Comme il n'y a qu'Israël, vous avez besoin d'Israël. Donc il est très très clair que les États-Unis et l'Europe utilisent Israël parce qu'ils en ont besoin, les multinationales, et c'est une raison économique tout simplement, et ce n'est pas un complot, un conflit ou une guerre de religion. Il faut pouvoir expliquer ça, je pense, que c'est vraiment la logique économique de notre système qui fait qu'Israël est soutenu comme ça. Ce point est important parce que dans ces discussions que nous devons absolument avoir si nous voulons aider les Palestiniens à conquérir leurs droits, si nous voulons faire basculer l'opinion ici en Europe, et je pense que c'est vraiment le point décisif, si l'Europe cesse de soutenir économiquement Israël, Israël est fichu, et donc avec le boycott que je soutiens fermement, et on en parlera au besoin, je pense que convaincre les gens autour de nous, c'est la clé, c'est vraiment la clé. Et pour convaincre les hésitants, pour convaincre les gens qui sont influencés, un premier point très important, c'est de savoir qui sont nos amis, qui sont nos ennemis. Nos ennemis sont très très peu nombreux. Même, ce n'est pas tous les gens qui disent des énormités. Nos ennemis, c'est simplement les dirigeants des multinationales, pétrolières, armements, etc., qui soutiennent Israël parce qu'ils gagnent énormément de fric avec. C'est aussi quelques dirigeants de médias et journalistes à vedettes qui gagnent beaucoup de fric en mentant pour les intérêts des multinationales. Mais ces gens-là, c'est très peu, c'est même pas 0,1% de la planète.
Et de toute façon, vous n'allez jamais discuter avec eux à la rue, au café ou que sais-je. C'est pas eux que vous allez rencontrer. Donc tous les gens avec qui vous allez discuter, globalement, c'est vos amis. Même s'ils disent des énormités. Ce sont en fait des victimes des gens que je viens de nommer. Et c'est des gens, vous devez simplement poser la question, vous posez la question, comment je vais le convaincre ou la convaincre. Ça prendra du temps, mais la question c'est surtout quelle stratégie je développe. Et là je voudrais conclure par ceci. Je pense que la question de la méthode et de la stratégie de discussion, c'est vraiment crucial. Apporter les connaissances sans méthode, ça ne sera pas efficace. Et là je voudrais donner, sur base des nombreuses discussions que j'ai eues avec des gens qui parlent énormément d'Israël, je voudrais apporter 4 points de suggestion. 1. Quand on parle avec quelqu'un, et j'insiste, quelqu'un qui dit des énormités, et vraiment, il faut d'abord l'écouter. Et notre tendance à tous, c'est évidemment, ah mais je sais, il y a ça, et la vérité c'est ça, et tu n'es pas au courant, et je parle. Mais il faut d'abord écouter. Parce qu'il faut d'abord voir avec lui d'où lui viennent ces informations, et lui faire réfléchir. Il y a ces sources-là, mais est-ce qu'elles sont fiables? Et puis il y en a d'autres, est-ce que tu les connais? Et surtout, je vais vous surprendre, il faut écouter l'autre pour savoir quelles sont ses valeurs. Quelles sont les choses positives qu'il y a derrière ce qu'il dit. Positives, pourquoi? Parce que s'il défend Israël, mais c'est parce qu'il pense que soit Israël est un État petit et faible, encerclé par des méchants voisins, ou que c'est un problème de démocratie contre le terrorisme ou le fanatisme. Donc, vous voyez, il y a quand même une raison positive là derrière. Et il faut pouvoir l'écouter et la comprendre, parce qu'à ce moment-là, on pourra dire, tu crois défendre des choses qui sont nobles, mais en réalité, tu te fais manipuler, et tu vas arriver exactement au contraire, et alors on amène une série de faits pour le prouver. Le deuxième point, justement, le deuxième conseil, c'est que je pense qu'il est important de s'en tenir aux faits quand on discute avec les gens. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire s'en tenir aux faits? Eh bien, c'est pas discuter de façon émotionnelle. C'est le piège dans lequel nous tombons tout le temps. Vous avez une émotion légitime parce que vous savez les crimes qui sont commis, vous êtes en rage parce que les médias mentent et vous le savez. Mais lui, là, comme je viens de le dire, il a aussi une émotion. Il pense qu'il y a une injustice dans l'autre sens, etc. Et discuter émotion contre émotion, on ne va jamais y arriver. Et donc, votre stratégie, c'est de rationaliser la discussion, c'est-à-dire de la ramener aux faits. Parce que les faits sont vérifiables. On peut vérifier ensemble si tel fait s'est passé, si les uns ont fait ceci, les autres cela. Et les émotions, on ne peut pas les vérifier. On ne peut pas vraiment les discuter non plus. Et donc, rationaliser la discussion, s'en tenir aux faits, ne pas exagérer, les faits sont bien suffisants. Et le troisième point important dans ces conseils, c'est, je dirais, de toujours ramener la discussion à l'essentiel. Comme je l'ai dit, éviter les diversions. Ceux qui ont vu le débat que j'ai eu la possibilité d'avoir chez TADI il y a quelque temps, ont remarqué que les sionistes de service, n'ayant aucun argument pour bien défendre Israël, me lançaient, oui, vous êtes copain avec Ahmadinejad ou Saddam Hussein, etc. Donc, gentil pot de banane, mais ça prouve en fait qu'ils n'ont rien à dire et qu'ils lancent des diversions pour faire peur au public. Et donc, on peut discuter quand on aura le temps, mais il faut toujours ramener la discussion à l'essentiel, le colonialisme, le vol de la terre. Et le quatrième et dernier conseil, peut-être le plus important, c'est qu'il est fondamental de faire réfléchir l'autre. Pourquoi? L'autre ne va pas changer en 5 minutes. Vous-même, quand vous avez changé d'avis sur une question importante, ça ne s'est pas passé en 5 minutes. Et donc, ça ne peut pas être en 5 minutes. Et en fait, ce qui doit se faire, c'est montrer à l'autre les contradictions dans son propre discours. Lui dire, tu dis ça, mais dans ton propre camp, il y a des gens qui disent ça et ça et ça, apporter les faits qu'il ne connaît pas. Et montrer les contradictions, ça veut dire faire réfléchir, ça veut dire semer une graine, et au bout d'un certain temps, il va regarder d'autres faits, discuter avec d'autres personnes, et très probablement, il viendra vous dire, ah oui, j'ai réfléchi, c'était pas si simple, et alors vous avez gagné parce que la vraie discussion a commencé. Donc, écouter l'autre, s'en tenir aux faits, s'en tenir au point essentiel, et faire réfléchir, c'est vraiment, je crois, la clé pour avancer.